Manuel Valls est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. 9h, 9h30, vous serez sur RMC avec les auditeurs pour répondre à toutes les questions et elles sont nombreuses. Avec Manuel plaisir. Valls, Emmanuel Macron était là hier matin. Il se félicitait de ne pas faire partie de la caste politique. Et il insistait sur cette différence avec vous, notamment. C'est votre principale différence, franchement? Non. Moi, j'ai décidé de m'engager dans cette élection présidentielle. Je suis candidat à la présidence de la République. Oui. J'ai choisi, bien sûr, la primaire, parce que je crois que c'est une forme de renouvellement de notre démocratie. C'est la possibilité, pas pour les partis, que je respecte, qui doivent organiser ces primaires, pas pour les militants, que je connais bien et qui vont s'engager, mais pour les électeurs. Ce sont les Français, les hommes et les femmes de gauche, les progressistes, bien évidemment, ceux qui sont très attachés au progrès social, au progrès éducatif, au progrès scientifique, au progrès culturel, mais tous les Français, ceux qui ne veulent pas du programme de Marine Le Pen, ceux qui ne veulent pas du projet de François Fillon, qui mettrait en cause notre modèle social, à tout cela, je leur demande, venez participer à ce débat. Rien n'est fait, rien n'est joué. Vous devez être les acteurs de votre propre destin. Ne pas y participer, c'est avoir peur. Ne pas y participer, c'est fuir le débat. Mais vous n'entendrez pas de ma part. Oui. Une critique, aucune critique. Une critique ou un commentaire désagréable. Mais oui. La primaire, je le redis encore à Emmanuel Macron, mais c'est l'occasion de faire valoir ses idées, son projet, sa personnalité, de débattre, et nous le ferons, et moi je le souhaite et je le ferai en tout cas, de manière digne, respectueuse, sur le fond, pour parler monde, Europe, économie, santé, transport, école, pouvoir d'achat, emploi bien évidemment, et donc que chacun participe à ce moment-là. Formidable de la primaire. S'il y a 2, 3, 4 millions de personnes au mois de janvier, les 22 et 29 janvier... Il y aura 2, 3, 4 millions de personnes. Vous êtes persuadé qu'elle connaîtra un succès? À ce stade, mais je suis sûr qu'après la primaire que la gauche a connue en 2011, le succès et la bonne tenue de la primaire de la droite il y a quelques semaines, qui a donné la légitimité, la force à François Fillon, créons les conditions d'un formidable succès. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le monde que nous connaissons, dur, au moment où nous parlons, on va en parler. Il y a les horreurs d'Alep, la guerre au Levant, les tensions au Sahel. Nous sommes dans un autre monde. Après notamment l'élection de Trump et avec les problèmes que l'Europe connaît, il y a des divisions, des fractures dans notre pays. Donc la primaire est garante aussi de l'unité et du rassemblement, pas le rassemblement pour le rassemblement, mais pour aller au fond des sujets. Pour débattre. Venez, que chacun vienne et que personne n'ait peur du débat et de la discussion. N'ait peur du débat et de la discussion. Hier matin, je posais la question à Emmanuel Macron, qui nous disait être prêt et accepter de débattre avec vous si vous gagnez la primaire. Vous acceptez aussi? Mais bien évidemment. Après la primaire, si vous gagnez la primaire, vous venez débattre ici même avec Emmanuel Macron. Peut-être nous parlerons avant même de venir débattre. Et moi, je le souhaite. Et mon cœur et ma main... Vous allez l'appeler, Emmanuel Macron, pour lui dire « Viens participer à la primaire ». Mais d'abord, je lui demande « Viens participer à la primaire ». Il veut un débat. Mais il y aura plusieurs débats pendant cette primaire. Il a dit non hier. Il a dit non, fermement non. Il a encore quelques jours pour réfléchir. Je suis sûr que c'est... Ceux qui le trouvent sympathique, ceux qui trouvent qu'il a du talent, des propositions intéressantes, je leur dis, venez vous aussi voter à la primaire. C'est l'occasion. Si vous voulez un projet qui regarde l'avenir, qui épouse à la fois, qui fasse cette alliance entre la République, une République ferme, dont l'autorité est une valeur, une République laïque, et en même temps le progrès social, la justice sociale, et en même temps un projet de transition écologique. Si vous voulez plus de démocratie, venez, c'est ce que je porte bien sûr, mais venez tous débattre dans cette primaire et que chacun vienne. Et je le dis avant de le dire aux candidats, je le dis d'abord à mes compatriotes, parce que moi je sens, depuis que je suis entré en campagne, j'étais il y a 48 heures dans le Doubs, je sens de l'appétence, de l'envie, et du soutien, mais aussi des interrogations. Les gens viennent aussi pour vous entendre. Alors, Manuel Valls, donc, si Emmanuel Macron ne vient pas à la primaire, vous débattez avec lui ici même. Votre engagement est pris. On verra bien dans quelles conditions. Mais il est pris, parce qu'Emmanuel Macron a dit oui, donc vous serez attendu, la place sera vide. Bon,
Emmanuel Macron a-t-il regretté, était-il opposé à l'utilisation du 49.3 ? Non. Non ? Non. Non. Non, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui on dit Manuel Valls c'est Monsieur 49.3. Vous avez vu ça de tous les côtés ? Non. Monsieur 49.3. J'aurais préféré ne pas utiliser le 49.3, c'est-à-dire l'engagement de responsabilité pour faire passer un texte. La loi Macron, qui était intéressante dans bien des aspects, que j'ai soutenue, nous espérions, lui et moi, mais c'est du passé honnêtement. Oui, ça, hein. La faire passer avec une majorité. Quand nous avons constaté qu'il risquait d'y avoir un problème de majorité, le Conseil des ministres a été convoqué pour me permettre d'engager. Cela s'est fait en toute intelligence avec lui. J'aurais préféré évidemment avoir une majorité sans passer par cet engagement de responsabilité, parce que je le sens bien, même si le 49.3 a été utilisé à des maintes fois, je pense notamment par Michel Rocard, mais plusieurs fois, y compris pour des réformes essentielles, je pense à celle de la CSG, mais ça apparaît toujours comme brutal, ça clôt le débat. On a le sentiment que la démocratie ne peut pas se déployer. Pour beaucoup de socialistes, plutôt à gauche, vous apparaissez comme trop libéral, vous apparaissez comme social-libéral, vous apparaissez comme quelqu'un qui... Vous avez dit un temps, je veux refonder le Parti socialiste, je me souviens. Vous voulez toujours refonder le Parti socialiste. Mais ça n'est pas mon sujet. C'est pas votre sujet. Bon, d'accord. D'abord, enlevons les étiquettes. Bon, enlevons les étiquettes. Je suis candidat à la présidence de la République devant les Français. Oui. Donc, moi, je ne vais pas m'intéresser aujourd'hui aux affaires de parti. La gauche, le Parti socialiste, c'est une longue histoire. C'est mon histoire. C'est votre histoire tourmentée en ce moment. On vous a même mis Monsieur Payon dans les pattes. Pardon. C'est un fil commun. Mais je m'adresse. Mais c'est ça. Vous avez vu ça, Jean-Jacques Bourdin. C'est ça la force de la primaire. C'est que ce sont les Français eux-mêmes, des millions d'électeurs, qui vont choisir le destin. C'est un coup bas qu'on vous a fait. Mais pas du tout. Mais moi, je regarde absolument pas les choses ainsi. Si je commence à regarder tout cela, à lire les commentaires, je perds l'essentiel. Moi, je fais tout pour les Français. Si je suis candidat, quand on est candidat à la présidentielle, pas pour figurer. Pas par hasard, je le suis parce que j'aime profondément ce pays. Parce que je pense que je peux incarner cette alliance entre la République et la justice sociale. Parce que je suis prêt. Parce que j'ai une expérience dans le monde de Trump, de Poutine, de Xi Jinping, de Erdogan. Dans ce monde où l'Europe est elle-même en crise, on a besoin d'être fort, d'être stable, d'avoir du sang-froid. Cette expérience acquise depuis 5 ans, je veux la mettre totalement au service des Français. On ne s'improvise pas candidat à la présidence de la République. Donc moi, je suis candidat à la présidence de la République dans le cadre d'abord de la primaire, avec un objectif: entraîner, convaincre et gagner. Et gagner, parce que rien n'est écrit, ni pour la primaire, je suis challenger, ni pour l'élection présidentielle, je suis challenger. Ce sont les Français qui décident. C'est le peuple souverain qui décide. Quant aux étiquettes, vous savez, moi, mon programme, mon projet, je le dévoilerai bien sûr au mois de début janvier, juste avant tous les débats. Vous allez nous donner tout à l'heure quelques grands axes. Mais c'est la sécurité, la protection. Dont les Français ont besoin, la souveraineté, parce que notre pays a besoin plus que jamais d'indépendance, la solidarité, l'égalité des chances, l'émancipation des individus grâce à l'école et au travail, qui est une valeur, et la démocratie. Parce qu'il est clair que chez nos compatriotes, beaucoup de ceux qui nous entendent, qui nous écoutent là, se disent « c'est toujours en haut qu'on décide ». Nous, on est méprisés, on est humiliés, on n'a jamais le sentiment de participer aux décisions. Oui, mais ce qui est formidable de ce qui m'arrive, après les fonctions que j'ai exercées, c'est que Matignon, c'est derrière, en plus... Franchement, avoir comme successeur Bernard Cazeneuve, ça vous donne une sacrée sécurité. C'est un homme d'État sérieux et qui va jusqu'au bout faire ce travail sous l'autorité du président de la République. Et moi, je suis libre d'inventer, libre de faire de nouvelles propositions. J'assumerai tout ce que nous avons fait et en même temps, je porte un projet pour la France. Alors justement, vous êtes libre. Je voudrais refaire très vite, puisque vous êtes libre aujourd'hui, un tout petit peu d'histoire. Quand avez-vous appris que François Hollande ne se représenterait pas ? Quand il l'a annoncé officiellement, quand il l'a annoncé aux Français, c'était là il y a tout juste... Pas plus tôt. 8 jours. Non, mais pas plus tôt. Ce qui est de l'ordre des discussions avec le... Par exemple, lors de ce déjeuner que vous avez eu 3 jours avant, le lundi à midi.
J'ai eu un Que vous a-t-il dit là? Vous avez eu un sentiment ce jour-là? Oui, j'ai eu un sentiment, mais qui est le même depuis des mois avec le président de la République. Le président de la République a pris une décision difficile et courageuse. Elle est difficile et courageuse parce que il l'a dit lui-même. Il avait sans doute, sans aucun doute, le goût, la volonté de défendre ce qu'il avait fait depuis 2012, de combattre la droite et l'extrême droite, et surtout de porter les valeurs du pays avec son expérience. Mais je le sais, nous en avons souvent parlé, cette décision mature sans doute depuis des mois. Il ne m'a jamais dit « je serai candidat » ou « je ne serai pas candidat ». Mais il l'a toujours dit qu'il ferait passer l'intérêt général. Bien sûr. Et lors de ce déjeuner, vous avez senti qu'il était dans cette disposition d'esprit-là? Qu'il était en train d'y réfléchir, que c'est l'intérêt général du pays, d'abord, il vous a appelé de la gauche. Le jeudi pour vous annoncer qu'il ne se présenterait pas? Je ne livre pas de secret, il m'a uniquement appelé pour me dire qu'il allait s'exprimer aux 20h. C'est tout. C'est tout. Mais, il ne vous a rien dit de plus. Mais parfois, il n'y a pas besoin de se parler. Chacun l'avait, je pense, compris. N'étiez-vous pas tapis dans l'ombre, comme l'a laissé entendre hier Emmanuel Macron, tapis pour en préparant votre candidature, franchement, Manuel Valls. Je vous dis ça parce que l'article du journal du dimanche, 5 jours avant, a marqué les esprits. Vous savez, j'ai toujours eu une relation avec le président de la République depuis 5 ans. Je me suis engagé à ses côtés. J'ai été aussi un des artisans de la victoire de 2012. J'étais son ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Il y a entre nous, avec Bernard Cazeneuve aussi, comme avec Christiane Taubira ou Jean-Jacques Urvoas aujourd'hui, avec Jean-Yves Le Drian également, c'est-à-dire ceux qui étaient en première ligne après les attaques terroristes, il y a entre le président de la République et moi des liens que rien ne pourra rompre. Des liens qui se sont faits face à l'épreuve, ce que nous avons vécu ensemble face au terrorisme en janvier, en novembre 2015, en juillet 2016, parce que nous avons vécu avec cette menace. Ça a transformé d'abord la vie des Français. C'est eux qui étaient concernés, mais la nôtre aussi, et le lien. Donc, les liens d'affection, d'amitié, de respect, de fidélité et de loyauté, rien de tout cela ne peut être Vous êtes son candidat? Ah, mais je ne dirais pas ça. Vous pensez qu'il prendra parti pendant cette campagne présidentielle? Le président de la République doit assumer les responsabilités jusqu'au bout comme chef de l'État. Personne ne peut imaginer en même temps qu'il ne s'engage pas. Qu'il ne sort d'abord pendant l'élection présidentielle, mais je ne vais pas parler à sa place. Je ne suis pas là son porte-parole. Mais enfin, il devra s'engager. Enfin, je sais qu'il souhaite la victoire de cette gauche qui assume les responsabilités, qui est utile au pays, qui défend aussi ce que nous avons engagé depuis 2012, même s'il y a eu des incompréhensions. Donc, franchement, tous ces commentaires, c'est petit. Mais moi, le commentaire, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. C'est petit et minable. La réalité, la vérité. Donc, j'ai toujours dit au président de la République les choses en tête à tête, clairement. Mais il a toujours su pouvoir compter sur moi et dans tous les moments difficiles. Vous lui avez toujours dit clairement, en tête à tête, ce que vous pensiez. Vous lui avez dit ce que vous pensiez du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Vous lui avez dit, franchement. Bien sûr que je lui ai dit. Vous lui avez dit. Mais tout ça est derrière. Il n'aurait pas dû. Mais Jean-Jacques Bourdin, tout ça est derrière. Mais non, mais c'est derrière, d'accord. Mais c'est la clarté des choses, Emmanuel Valls. On a besoin. Mais je l'ai dit même. Emmanuel Valls, on a besoin. Jean-Jacques Bourdin, je l'ai même dit publiquement. Mais quel intérêt? Il n'aurait pas dû. Mais quel intérêt? Je vous pose la question. Je ne vous répondrai pas parce que ça n'a aucun intérêt aujourd'hui puisque il a pris cette décision. Et moi, ce que je demande, c'est qu'on respecte cette décision comme je respecte le président de la République. Vous assumez totalement, vous défendez totalement le bilan que vous avez avec le président de la République. Je n'aime pas beaucoup le mot bilan, parce qu'il y a les décisions prises, alors je dirais. Mais bien sûr. Mais sinon, je serais parti. Vous y avez pensé? Non, jamais. 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 Je vous le dis clairement, jamais. Parce que quand on assume cette responsabilité, quand on est chef du gouvernement, dans ces moments difficiles, enfin écoutez, les décisions que nous avons prises, celles que le président de la République a prises, d'ailleurs en passant, qui peut penser un seul instant qu'on puisse imposer une décision au président de la République, celui qui a pris des décisions aussi difficiles, face au terrorisme, engager nos armées au Mali, au Sahel, au Levant, sauver, ne l'oublions jamais, la Grèce qui était menacée de sortir de la zone euro, ce sont des décisions difficiles. Donc ces décisions, il les prend en âme et conscience. Quant à moi, l'idée que je me fais du sens de l'État, de l'intérêt général, je ne suis pas sûr que forcément ça intéresse beaucoup ceux qui nous entendent, mais en tout cas, l'idée qui est la mienne,
m'amenait à rester au gouvernement. Je me suis même posé la question pour maintenant. Mais il était évident qu'on ne pouvait pas être Premier ministre et candidat. Vous avez posé la question, vous avez hésité. Oui, la question. Ne jamais donner le sentiment de l'abandon, parce que cette tâche, elle est évidemment passionnante. Mais à partir du moment où le président de la République avait décidé de ne pas être candidat, que je considérais avoir l'expérience, surtout le message. Il vous a encouragé. Bien sûr. Il vous a appelé après sa décision, lorsque vous vous êtes déclaré. Est-ce qu'il vous a encouragé? Mais nous nous sommes parlé, nous nous sommes vus, et moi je sais que je peux compter sur son soutien, l'affection, le conseil du président de la République. Mais maintenant, c'est votre programme qui m'intéresse. Maintenant, je suis libre. Parce que vous êtes... Je suis libre de porter ce projet. Ce qu'on va vous reprocher aussi, ce sont les décisions qui sont prises. Mais c'est normal. Mais c'est... Dans cette campagne. Mais nous sommes dans une démocratie. Et donc, j'assume tout ce que nous avons engagé, les réformes pour la compétitivité de nos entreprises, ce que nous avons fait pour l'école, la culture, l'agriculture, pour les services publics. 3,3. On est bien d'accord, avec une dette qui a progressé, une dette publique de 343 milliards d'euros. 343 milliards d'euros. Mais j'assume aussi la réduction de la dépense. Avec une croissance qui est à 1,3, alors qu'ailleurs en Europe, elle est beaucoup plus élevée. Non, avec un chômage qui est à 555 000 chômeurs de plus en 5 ans. Et alors, ça empêche d'être candidat ? Surtout quand la droite propose de faire beaucoup plus de déficit. Et que la potion amère, la purge que propose François Fillon se solderait par une rétraction de notre économie et provoquerait encore davantage de chômage. J'assume d'avoir maîtrisé... Programme dangereux, celui de Fillon ? Il est dangereux pour le pays parce que je pense que la droite n'a jamais proposé un programme aussi dur pour le pays. Et puis, vous savez, il y a une manière de parler des gens. Qu'est-ce qui se passe dans notre société ? Société, parfois, les concitoyens ont le sentiment d'être humiliés, oubliés, je vous le disais il y a un instant, méprisés. Mais la manière de parler des policiers, des gendarmes, des infirmières, des agents de nos services publics, qui donnent leur vie pour l'intérêt général, c'est ça l'État. Et c'est la France. C'est pas bien connaître la France que de mettre en cause l'État. Les services publics, qui doivent être évidemment modernisés, qui doivent être efficaces, c'est ce que nous demandent nos concitoyens. Il s'agit de leurs impôts. Mais on ne peut pas parler comme ça de la fonction publique. Supprimer 500 000 fonctionnaires, privatiser la sécurité sociale, supprimer les remboursements pour toute une série de maladies. Mais ce seront les plus modestes qui seraient concernés. Et les solidarités à travers les services publics qui seraient mises en cause. Casser l'hôpital public, mais enfin c'est souvent le seul endroit où on puisse se soigner, on puisse aller pour des urgences. Et c'est surtout oublier que c'est la France, la sécurité sociale, la santé, les aides pour les plus modestes, la retraite, ce sont les piliers de notre pacte social issu de la résistance. Donc on n'y touche pas, on réforme, on rend le système plus efficace, on trouve de nouvelles formes de financement, mais on n'y touche pas. Et moi je veux défendre ce modèle social qui est intimement lié au modèle républicain. C'est ça la République sociale. Mais vous m'avez posé des questions, mais j'accepte... Entre 9h et 9h30 sur RMC, vous allez répondre sur votre programme déjà. Bien sûr. Et répondre à la proposition de Macron, par exemple, qui veut donner du pouvoir d'achat en supprimant certaines cotisations sociales et transferts sur la CSG. Il faut regarder toutes les hypothèses, toutes les propositions. Attention, parce que celle-ci, par exemple, elle peut représenter moins de pouvoir d'achat pour les smicards, pour les retraités, parce que ça se faire un cadeau aux plus riches. C'est faire un cadeau aux plus riches parce que ça se solde par une augmentation de la CSG, même si encore une fois il faut regarder toutes les propositions avec intérêt. Autre adversaire potentiel, Marine Le Pen. Fin de la scolarisation des enfants étrangers en situation irrégulière. Que lui répondez-vous ? Pourquoi je suis candidat ? C'est une manière très directe de vous répondre. Parce que je pense qu'il faut cette expérience dans le monde que j'ai décrit tout à l'heure. Il faudra être notamment très fort sur l'Europe et aussi dire que les négociations commerciales telles qu'on les connaît aujourd'hui, on ne peut pas suivre. On doit se protéger. Il y en a assez de cette naïveté. La mondialisation détruit des centaines de milliers d'emplois et nous met dans une situation de concurrence tout à fait insupportable. Je prendrai un seul exemple. J'étais avec les salariés de Peugeot Scooter il y a 2 jours. Les taxes douanières concernant nos produits vers le Vietnam, par exemple, sont taxées dans ce pays à 60%.
leurs produits qui arrivent en France sont taxés uniquement à 6%. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait, ça? Mais parce que là, vous ne le saviez pas, vous le saviez. Mais bien sûr, mais parce que là, c'est un problème européen. Oui. Ça n'est pas qu'un problème national. Donc on voit bien que sur cette idée d'une Europe plus forte et qui se protège, nous devons avancer. Puis la campagne présidentielle, moi je suis libre, c'est l'occasion d'avancer notamment sur le projet européen. Je suis européen, mais l'Europe est en train de se déliter. Vous vous sentez plus libre, vous étiez un peu brimé jusque-là. Non, j'ai des fonctions, j'ai une autre mission. Donc, nous sommes dans ce monde. Marine Le Pen. Ensuite, la deuxième raison, c'est évidemment parce que je ne veux pas que l'extrême droite soit au deuxième tour de l'élection présidentielle. Parce que son projet, non seulement sortirait la France de l'histoire, en la faisant sortir de la zone euro et de l'Europe, mais son projet ruinerait les petits, les sans grades, les ouvriers, les retraités. Il faut leur dire. Mais il ne suffit pas de dénoncer. Il faut que le candidat que je suis crée un espoir, une espérance, donne un chemin pour la France, dire ce que nous allons faire en matière de sécurité, en matière de travail, parce que c'est une valeur, même si je veux avancer sur cette idée de revenus décents que je porte déjà depuis plusieurs semaines. On y reviendra. Mais le projet de Marine Le Pen et de l'extrême droite, c'est l'affrontement entre les citoyens. Il y a suffisamment de fractures pour le dire. Et j'en ai assez, je l'ai rappelé lundi à Évry, de tous ces discours qui stigmatisent là nos compatriotes musulmans, là les réfugiés qui fuient la guerre et l'horreur que nous connaissons à Alep, et ici les étrangers, les immigrés. Sauf que nous ne pouvons plus accueillir de réfugiés, c'est ce que vous avez dit. Hein. L'Europe ne peut plus accueillir de réfugiés. Nous y prenons c'est ce que vous avez dit à Berlin. Nous y prenons notre part. Je vous rappelle que la demande d'asile, mais de manière maîtrisée au cours de ces 3 dernières années, est passée de 60 000 à 90 000 personnes. 30 000, nous pouvons accueillir 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Nous avons été capables de résoudre de manière ferme et humanitaire Calais. Enfin, aujourd'hui, on n'en parle plus de Calais. On a réussi à répartir des personnes, des êtres humains. Il s'agit d'êtres humains dont des milliers meurent aujourd'hui en Méditerranée. Des hommes, des femmes, des enfants, dans des centres d'accueil et d'orientation. Et même si parfois il y a eu des incompréhensions, les choses se passent bien. Et la plupart, en plus, auront le droit d'asile parce qu'ils fuient la guerre et la torture. Quant aux enfants, mais c'est une horreur ce que dit Marine Le Pen. C'est pas uniquement que c'est contraire à notre Constitution, mais c'est une vision de la société. Elle fait ça sans doute parce qu'elle est en difficulté, parce qu'elle aussi, elle est concernée par les problèmes au sein de sa formation politique, parce que la justice est derrière le Front National sur ses modes de financement, parce que son parti, comme d'autres, d'une manière ou d'une autre, c'est un problème d'ailleurs, aujourd'hui en Europe, reçoit des soutiens et des financements de la Russie, parce que l'extrême droite américaine aujourd'hui, qui est dans l'équipe de Trump, regarde avec intérêt ce que propose le Front National en France. Donc c'est ça le Front National. Et je le dis aux petites gens retraités, au peuple français, mais ne vous laissez pas berner. Mais ma responsabilité, c'est donc de m'engager pour empêcher le Front National d'être au deuxième tour, mais aussi de proposer une espérance. Et ma troisième idée, c'est que le programme de François Fillon est un programme qui tourne le dos à ce qu'est notre modèle social. Voilà les raisons. Pour cela, je dois présenter un projet, je dois rassembler la gauche, je dois rester moi-même, et en même temps, j'ai une autre mission qui est celle, demain, je l'espère, je le souhaite, pas pour moi, mais d'abord pour le pays, incarner cette gauche qui est capable, parce qu'elle est belle et grande quand elle se retrouve avec la France, d'incarner tout simplement la France. Bien, vous allez répondre aux auditeurs d'RMC dans quelques minutes, il est 8h57.